Débutions notre séance. Nous poursuivons donc les travaux de notre commission d'enquête avec aujourd'hui l'audition de Madame Karine Jacquemart, qui est directrice générale de Foodwash France. Madame est engagée depuis plus de 20 ans dans des ONG. Elle a commencé sa carrière chez Action contre la faim, puis Greenpeace, et vous dirigez depuis 10 ans Foodwash France, qui se veut, alors je ne sais pas si vous l'identifiez comme ça, mais un contre-pouvoir, on va dire citoyen, indépendant pour une alimentation saine, digne et durable. Vous avez également donc rédigé un livre paru en mars 2025, Les dangers de notre alimentation, dérives et conséquences du système agroalimentaire sur nos vies. Donc un grand merci Madame de votre présence, de vous être rendue disponible. Nous avons commencé nos travaux en décembre avec une première table ronde qui a réuni les associations de consommateurs, puis d'autres tables rondes ont suivi et ont également pris le point de vue de l'intérêt des consommateurs et hier des producteurs. La règle des commissions d'enquête, Madame, c'est de prêter serment avant d'être entendu. Je suis donc tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13-14 et -15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Avec votre micro, si c'est possible, excusez-moi, pour l'enregistrement. Hop, je le jure. Parfait. Merci Madame. Par ailleurs, je vous demande si vous avez éventuellement à nous faire part d'intérêts ou de liens d'intérêt avec les entreprises de la distribution, les industriels. Non, absolument aucun, et d'autant plus que Foodwatch est une association indépendante dans le sens où nous n'avons ni financement public, ni aucun financement d'entreprise de quelque sorte que ce soit. Très bien, parfait. Le Sénat, vous le savez, a constitué cette commission d'enquête le 25 novembre dernier, donc une commission dont l'intitulé porte sur les marges des industriels et de la grande distribution. Cette commission d'enquête poursuit plusieurs objectifs: éclairer les citoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays, analyser l'influence des acteurs de la chaîne sur le niveau des prix pour le consommateur et leur caractère inflationniste ou non, examiner le partage de la valeur tout au long du processus de production et de commercialisation des produits. Et enfin, nous assurer que les fournisseurs en amont, notamment les agriculteurs pour les produits alimentaires, mais aussi d'autres fournisseurs pour d'autres catégories de produits, bénéficient d'une rémunération la plus juste possible. Nous souhaitons donc vous interroger d'abord et principalement sur la construction des prix de vente au détail. Quelle est, selon vous, l'influence respective de chacun des acteurs de la chaîne de valeur sur le niveau des prix? Le rôle de la grande distribution est souvent pointé du doigt. Qu'en pensez-vous et quelle est, par ailleurs, votre analyse du rôle des transformateurs? Vous pourrez aussi, bien sûr, revenir sur les lois Egalim. Ont-elles, selon vous, permis de réduire l'opacité de la construction du prix? Je pense en particulier aux dispositifs issus des lois supposées permettre la construction du prix en marche avant, de l'agriculteur au producteur jusqu'au distributeur, avec ce principe du ruissellement. Je pense aussi au relevé du seuil de revente à perte, au SRP plus 10, à l'encadrement des promotions, à la sanctuarisation des matières premières agricoles dans les produits, ou encore à la prise en compte des indicateurs de référence par les différentes filières. Comment améliorer, selon vous, la transparence au niveau des prix et des marges de ces différents acteurs? Voilà donc quelques thèmes sur lesquels, je pense, notre rapporteur Antoinette Guhl reviendra. Je vous propose donc une audition en deux temps. D'abord, en vous laissant la parole, Madame, pour à peu près une dizaine de minutes, pour nous revenir sur tous ces sujets et souligner les points qui vous sembleraient importants. Et puis ensuite, notre rapporteur vous posera ces questions et enfin, nous donnerons la parole aux collègues ici présents. Si vous en êtes d'accord, eh bien, je vous propose de prendre la parole de suite. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure et tous les membres de la commission. Commission extrêmement utile puisqu'elle va, je l'espère, aider effectivement à mettre un peu de transparence et de clarté dans ce système qui aujourd'hui est extrêmement opaque, mais aussi, je dois le dire, violent. En fait, on fait face à un système agroalimentaire aujourd'hui opaque et violent, et c'est ce que je vais décrypter également avec des solutions à proposer. C'est la bonne nouvelle et on aura besoin des législateurs pour cela.
Pourquoi je dis qu'il est violent ? Parce que déjà, je voudrais le remettre en perspective avant de regarder les négociations commerciales en tant que telles et la construction du prix en tant que telle. De quoi parle-t-on ? On parle d'alimentation. Et je voudrais qu'on remette ça dans le cadre du droit. Déjà, de la définition de la souveraineté alimentaire. Je veux rappeler que la vraie définition de la souveraineté alimentaire, d'après les Nations Unies de 2018, c'est le droit des peuples à décider ce qu'ils mangent et comment ils le produisent de façon durable et ne présentant pas de risque pour la santé. On en est loin et je veux parler de démocratie alimentaire dans les solutions. Le deuxième droit dont il faut qu'on reparle, c'est le droit à l'alimentation. Ce droit à l'alimentation qui est le droit de l'accès pour toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, abordable et qui bien sûr rémunère à prix juste les agriculteurs et agricultrices est un droit fondamental. Et dans la série des droits, celui dont on n'entend pas suffisamment parler et qui a des coûts majeurs sur la santé à cause des dérives de notre système agroalimentaire, c'est bien sûr le droit à la santé publique. Voilà. Je mentionnerai aussi le droit à l'information, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de droits qui aujourd'hui sont bafoués de façon factuelle et j'y reviens. Quand on regarde justement factuellement la situation aujourd'hui, elle est tout simplement intolérable. Elle serait intolérable n'importe où dans le monde. Elle l'est d'autant plus dans un pays riche comme la France, quoi qu'on cherche à nous faire croire, puisqu'on a aujourd'hui une agricultrice, un agriculteur sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 18%, c'est le chiffre de l'INSEE. Et on a à l'autre bout de la chaîne plus de 10-11 millions, c'est mal évalué, mais c'est au moins ce chiffre-là d'après les sources, de personnes dans notre pays qui sont confrontées à de la précarité alimentaire. Le coût et le poids des maladies chroniques, l'Organisation mondiale de la santé parle d'une épidémie de maladies chroniques dans notre pays et des chiffres sur les cancers ont récemment été publiés et étaient très inquiétants. Bien sûr, on nous répondra que l'alimentation n'est pas le seul facteur, mais il est reconnu par tous les scientifiques depuis fort longtemps que l'alimentation est un des facteurs principaux de ces maladies chroniques multicausales. Alors, on peut revenir sur les chiffres si vous voulez. On les a aussi documentés dans des enquêtes de Foodwatch et c'est pour ça que j'ai fait l'effort de ce livre dont je reverse les droits à Foodwatch pour mettre à disposition les informations, les chiffres avec les sources. Mais sur l'impact sur la santé, il y a par ailleurs, puisqu'on va venir au coût économique, je veux tout simplement rappeler dans le contexte général ce qu'on appelle les coûts cachés aussi de ce système agroalimentaire qui aujourd'hui creuse les inégalités et a des effets désastreux sur la santé et sur le vivant, à commencer par nos ressources naturelles, qui sont, je le rappelle, notre outil de production de demain, donc il n'y a rien qui va. Eh bien, les coûts cachés, il y a plusieurs estimations, mais par exemple, il y avait un rapport qui est public de plusieurs associations, Secours catholique, CIVAM, etc., qui s'appelle « L'injuste prix de l'alimentation », et qui estimait à au moins 19 milliards d'euros par an le coût en fait, de réparation pour le coût sur la santé et sur l'environnement. C'est bien évidemment beaucoup plus quand on regarde les chiffres sur la santé. Là encore, on a un manque de transparence, mais la FAO, par exemple, avait, elle, estimé dans un rapport mondial que pour la France, on pouvait évaluer à 120 milliards d'euros par an le coût direct et indirect de l'impact de notre système agro-industriel sur la santé. Donc, quand on va parler de budget, je pense que c'est toujours intéressant, surtout dans les aspects économiques qui nous intéressent. Quand on parle de négociations commerciales, j'aimerais qu'on le remette dans un contexte non seulement économique plus large, mais aussi en lien avec tous ces droits fondamentaux qu'il faut garder en ligne de mire. Parce que quand on parle de négociations commerciales, on ne parle pas là de négocier des aspirateurs. On parle de négocier l'alimentation, c'est vital. Et l'alimentation, c'est en plus à la croisée des enjeux, comme on vient de le voir, de santé, économique, environnementaux, mais aussi de comment on fait société et de démocratie alimentaire. Alors pourquoi je parle de ces deux bouts de la chaîne ? Parce que c'est l'impact sur la majorité des gens. Et en fait, ces négociations commerciales, pour moi, elles illustrent ce système qui est en fait contrôlé par une minorité qui l'impose à cette majorité au détriment donc de pouvoir économique, de pouvoir d'achat, de la santé, de ce que je viens de citer. De qui on parle au milieu de cette chaîne ? Eh bien, on parle de quelques dizaines de géants de l'industrie agroalimentaire, des grandes marques, hein, évidemment, qu'on peut citer, Nestlé, Danone, Lactalis, Coca-Cola, tout cela. Et c'est qu'une petite poignée en fait, d'acteurs. Et bien sûr, les acteurs de la grande distribution. Aujourd'hui, les chiffres, toujours dans ce rapport, l'injuste prix de l'alimentation, mais il y a d'autres sources. Aujourd'hui, on parle de 80% du marché qui est contrôlé par les 5 plus grandes enseignes
de la grande distribution, je parle bien du marché alimentaire. Quand on sait que dans notre pays, il y a environ 75% des achats alimentaires qui sont faits dans les supermarchés, ça vous donne le poids et la domination, en quelque sorte, de la grande distribution sur le choix des consommateurs. Or, ce choix des consommateurs, il est extrêmement limité, car cette offre qui est dominante est en plus biaisée et orientée. Je m'explique. On a toujours dit qu'il faudrait que les produits les plus sains, à commencer par ceux recommandés par les autorités publiques pour la santé, soient les plus accessibles. Or, on en est loin. Premièrement, l'opacité. À la fin de 2023, quand on a vu l'inflation, vous l'avez aussi vu comme moi, plus de 20% d'augmentation des prix sur 2 ans, et on entendait aux informations que les queues à l'aide alimentaire, malheureusement, s'agrandissaient. Je ne vous cache pas que mon passé d'action contre la faim s'est activé et que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour entendre ça ici, en fait? Et on a creusé avec nos partenaires Famille Rurale et UFC Que Choisir, et on a publié, je vous le renverrai bien sûr, un communiqué de presse le 29 novembre 2023, qui est toujours sur le site internet de foodwatch.fr, et qui redonne quelques données. Premièrement, l'opacité. Il y a une opacité aujourd'hui sur la construction des prix dans notre pays qui est en fait la boîte noire qui évidemment donne libre cours à toutes les pratiques abusives. La transparence, ça donne de la confiance. L'opacité, ça donne de l'impunité. Et malgré du coup le manque de transparence qu'il y a, à part quelques données de l'OFPM, on pourra y revenir, l'Observatoire de la formation des prix et des marges, mais qui ne concerne qu'un certain nombre limité de produits et dont les données arrivent très tard. À part cela, c'est très opaque. Et qu'est-ce qu'on a enquêté, documenté et du coup mis dans ce communiqué de presse à l'époque? Tout simplement que, à la fois des acteurs de l'industrie agroalimentaire et des acteurs de la grande distribution profitaient bel et bien de l'inflation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'était par exemple l'IMF, donc l'Institut monétaire, FMI en français, pardon, le Fonds monétaire international, et le président à l'époque de la Banque centrale européenne, qui eux-mêmes avaient pointé du doigt que certes, il y avait eu à l'époque pour les acteurs de transformation une augmentation des prix de production, on le sait, des coûts de production liés au coût de l'énergie, liés au coût de certaines matières premières. On pourrait reparler de spéculation sur les matières premières alimentaires, mais ce n'est pas le sujet là, en tout cas pas directement. Mais donc oui, il y avait une augmentation des coûts de production, mais ces institutions avaient pointé du doigt qu'il y avait une exagération de l'augmentation des prix au-delà de cette augmentation des coûts de production. Voilà. Quand ce sont ces institutions qui sonnent l'alerte, je pense qu'il y a le feu à la maison, parce que ce ne sont pas des grands lanceurs d'alerte habituellement. Et on avait également regardé la question des prix et des marges sur la grande distribution. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi? À cette époque, je vais juste vous citer 2 autres enquêtes et m'arrêter là. On s'était rendu compte que il y avait en fait cette péréquation des marges que vous connaissez. J'ai pris connaissance aussi des auditions de la commission. Donc il y a un consensus factuel pour dire que dans cette péréquation des marges que fait la grande distribution, c'est-à-dire en gros ils nous disent on fait 2 à 4% de marge, oui très bien, mais sauf que c'est en moyenne. Et sauf que c'est sur un volume colossal, puisqu'on peut reparler du volume et de la domination du marché de ces acteurs, et qu'ils jouent à la péréquation des marges, ce que je ne leur reproche pas, tant qu'on ne joue pas au poker menteur avec les consommateurs et les agriculteurs. Or, cette péréquation des marges qui consiste à mettre des marges plus ou moins hautes selon les produits pour en faire une moyenne, ce qu'on s'aperçoit, c'est que trop souvent, il y a une malheureuse tendance à faire des surmarges sur les produits les plus sains, comme les fruits et légumes, et ça a été documenté, et les produits bio, par exemple. Et il y a une fâcheuse tendance à se présenter de la part de la grande distribution comme les alliés des consommateurs qui proposent des produits pas chers, sauf que quand on fait des enquêtes, on se rend compte que ces produits pas chers sont des produits qui, en fait, sont des produits qui ne correspondent pas aux recommandations de santé publique et qui contribuent à une surconsommation d'aliments ultra transformés, voire d'aliments parfois qualifiés de malbouffe, plus spécifiquement trop gras, trop sucré, trop salé. Je vous donne juste 2 enquêtes extrêmement rapidement. Foodwatch a enquêté l'année dernière, par exemple, dans 12 catégories de produits sur la question du sucre. Et dans les 12 catégories de produits, dont certaines dans lesquelles le problème du sucre ajouté est déjà un problème en soi, comme les conserves de petits pois dans lesquelles on voudrait bien qu'il n'y en ait pas, et bien dans les 12 catégories de produits, nous avons comparé la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les moins chers par rapport à la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les plus chers. Dans les 12 catégories de produits, et toutes les données sont bien sûr sur le site internet de Foodwatch, systématiquement, la moyenne de sucre ajouté sur les produits moins chers était plus élevée que la moyenne de sucre sur les produits plus chers.
Et après, on vient nous parler d'un problème grandissant de diabète de type 2, de surpoids et de régime alimentaire trop sucré. Deuxième exemple, une enquête qu'on a menée avec plusieurs associations. Sur 5000 promotions en supermarché, l'année dernière aussi, il y a quelques mois à peine, sur 5000 promotions en supermarché, différentes enseignes, eh bien 66%, les 2/3, étaient des produits contraires aux recommandations de santé publique. Voilà. Depuis fin 2003, nous exigeons, Foodwatch, Famille Rurale, UFC, aujourd'hui avec Secours catholique, mais c'est soutenu par toutes les associations, y compris qui luttent contre la précarité. Depuis fin 2003, nous exigeons de la transparence sur les marges en renforçant le mandat de l'OFPM pour cesser la possibilité de pratiques abusives, parce que les agriculteurs n'ont toujours pas de revenus justes et les consommateurs n'ont pas ce droit et cet accès à une alimentation saine. Depuis fin 2023, nous demandons l'encadrement des marges sur les produits les plus sains et les plus durables, parce que nous sommes raisonnables, mais que ça c'est un droit, et que c'était par ailleurs l'engagement d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire à l'époque, ministre de l'économie, fin 2023. Nous avons obtenu des rendez-vous avec la DGCCRF, avec le ministère de l'économie, à plusieurs reprises, mais rien de concret. Alors, depuis le 30 octobre 2025, nous sommes allés plus loin, avec une mesure qui ne me paraît pas opposable par qui que ce soit, qui va encore plus loin et qui permettrait de donner accès à 100 produits recommandés par le programme national nutrition santé, d'imposer, en fait, de rendre obligatoire pour la GMS, pas les petits magasins, pour la GMS, de rendre obligatoire que parmi les milliers de références qu'ils ont, ils puissent faire leur péréquation différemment et qu'ils soient obligés de mettre 100 produits recommandés pour la santé à prix coûtant, entendez SRP, on peut reparler de SRP, à prix coûtant, SRP, c'est connu, c'est facile à calculer, c'est facile à contrôler, pour toutes et tous. Tout le temps, dans toutes les enseignes. Et pas de façon volontaire, où on peut avoir des paniers anti-inflation fantaisistes dans lesquels je n'ai pas vu beaucoup de produits recommandés pour la santé. Ça ne résoudrait bien sûr pas toute l'équation que l'on veut d'une agriculture, d'une transition agricole et d'une transition alimentaire où la santé est respectée, où le droit économique, le pouvoir d'achat, et où on réconcilie enfin agriculteurs, agricultrices et consommateurs, consommatrices. Mais ça répondrait tout de suite maintenant à une mesure au moins de rendre l'accès à minimum à tout le monde à des produits que même les autorités publiques recommandent. Parce que c'est quand même assez violent d'avoir des recommandations officielles de nos autorités publiques et de ne pas donner cet accès à des millions de nos compatriotes. Merci beaucoup, Madame, pour cette synthèse. Eh bien, on va laisser la parole à notre rapporteur pour quelques questions. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu plus précisément sur les relations commerciales, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, on l'a compris dans votre introduction. Quel regard vous portez sur les négociations commerciales en France? Quels sont les biais les plus importants et quelles sont les pratiques les plus scandaleuses que vous connaissez? La première pratique scandaleuse, c'est cette opacité. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je serai en capacité, et même vous, en tant que législateur, vous serez en capacité, en tant que parlementaire, vous serez en capacité d'avoir un avis plus fin quand on en saura plus, en fait. Parce que tout ça reste très opaque. C'est la première chose qu'on sait et qui n'est toujours pas réglée. Et encore une fois, on a une chance, on a cette OFPM. Je sais que vous allez recevoir la présidente de l'OFPM, et je pense qu'il y a vraiment une chance de pouvoir renforcer ce mandat existant, mais de renforcer le mandat, renforcer les moyens pour avoir des données par produit, et beaucoup plus rapide, parce que les bons acteurs, ceux qui jouent le jeu effectivement, ils seront récompensés de plus de transparence. Ensuite, ces négociations commerciales, j'étais quand même assez choquée, je dois dire, à la fin de l'année 2025, il y a à peine un mois ou deux. On venait de sortir donc le 30 octobre notre demande, notre liste de 100 produits sains, en demandant un rendez-vous aussi au ministre de la Consommation, Serge Papin, et au ministre de l'Économie pour discuter de cette offre. Et on a su qu'en fait, il y avait une rencontre avec la grande distribution, et on s'est dit, ils avancent sur ce dossier, super, on va avoir un rendez-vous très rapidement. Et en fait, on a très vite découvert que ce dont ils avaient d'abord discuté, ils ont aussi discuté de la liste des 100 produits. Je peux vous en informer, on a rencontré Serge Papin lundi, qui s'est engagé à tout le moins à regarder ça de plus près. On attend plus. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il y avait tout d'un coup une déclaration de la grande distribution, manifestement, qui s'était rencontrée au ministère de l'économie, sur les négociations. Donc j'étais très curieuse de voir ce qu'ils allaient annoncer. Je vous invite à regarder cette déclaration. En gros, ils s'engagent à ne pas se taper dessus, quoi.
Mais vraiment, c'est-à-dire que cette déclaration, quand je l'ai lue, je me suis dit, OK, on en est au stade où, alors que le droit des populations à accéder à une alimentation saine est bafoué, que des millions de nos compatriotes sont malades, qu'on ne répond pas à cette question, que les agriculteurs ont raison d'être en colère, non pas à cause des normes environnementales et sanitaires qui sont une stratégie de diversion, mais bien du fait qu'ils sont méprisés et ne peuvent pas vivre dignement de leur travail à cause de ces négociations et de ce système. Au-delà de ça, on en est à oui, on va se respecter les uns les autres. Pardon, mais c'est tout à fait honteux. Donc la question, et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'existence de cette commission et que les parlementaires s'en emparent, la question c'est comment les autorités publiques en fait, font respecter ces droits. Donc c'est opaque. On le sait, et cette déclaration, pour moi, en est une illustration malheureusement triste de nouveau. C'est violent. C'est vraiment des rapports de force et de domination. Voilà. Ensuite, manifestement, certains continuent à se croire au-dessus des lois, puisque, je ne vous apprends rien, mais d'après nos informations et le rapport aussi du Sénat, hein, le rapport d'information sur le suivi des lois Egalim, qui le numéro 156, donc, qui avait été publié le 20 novembre 2024, que vous connaissez bien, Madame la Présidente, pointait déjà du doigt le sujet des centrales d'achat internationales. Hein, donc, comment contourner la loi française? Eh bien, en créant des centrales d'achat, notamment européennes. J'en fais la liste dans le livre, mais elle est bien évidemment disponible. Mais aussi, vous pointez du doigt, à juste titre, la question des centrales de services commerciaux. Voilà, puisqu'il déjà, il y a les marges sur la construction du prix qui sont normalement une logique de ça part du producteur, il y a un intermédiaire 2, les transporteurs, enfin voilà, à chaque fois il y a un coût et puis surtout il y a des marges et puis au final c'est la grande distribution qui choisit du prix qui sera vendu dans les rayons. Mais c'est même pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que non seulement ces marges-là dans le système en escalier qui devraient être à peu près compréhensibles ne le sont pas, mais en plus il y a tout ce qu'on connaît de marge arrière, services, qui sont en fait des éléments de la construction du prix qui sont encore plus opaques. Donc ça, il y a des initiatives pour y remédier. Et d'ailleurs, il y avait des recommandations très claires à ce rapport. Je note quand même que, du coup, il y avait eu une attaque au niveau européen. Je vous enverrai les références encore, et elles sont dans le livre. Mais du coup, la grande distribution réunie dans leur Union européenne, voilà, s'était permis quand même de questionner ces réponses que les parlementaires français voulaient apporter pour limiter cette possibilité, on va dire, d'évasion. Mais donc ça pose tout à fait question. Mais surtout, ce à quoi il faut mettre fin et ce à quoi ne répondent pas du tout et aggrave même ce climat d'impunité et d'opacité de ces négociations commerciales, c'est comment s'assurer que les agriculteurs et agricultrices vivent dignement de leur production, donc comment leur assurer véritablement un revenu et un prix d'achat juste et digne. Et on voit très bien que malgré, encore une fois, l'esprit d'Egalim, des différentes lois Egalim qui va dans le bon sens, hein, qui sont des tentatives tout à fait à soutenir, mais on voit très bien, tous les acteurs concernés le disent et toutes les études le montrent, qu'aujourd'hui c'est inopérant et absolument pas suffisamment efficace pour permettre d'assurer que dans ce rapport de force, les agriculteurs et agricultrices tirent leur épingle du jeu. Alors il y a ça, et je veux redonner l'autre côté de l'équation. Peut-être si je peux vous demander... Ouais. Il y a beaucoup de questions. Bien sûr, pardon. Mais juste ces négociations, du coup, ne permettent pas non plus, à ma connaissance, d'assurer de la transparence sur les prix et encore moins des prix pour les produits qui ne sont pas des marchandises comme les autres, mais les produits les plus sains et les plus durables. Donc rien pour moi dans ces négociations ne répond aux vrais enjeux et au contraire aggrave un système qui nous envoie dans le mur. Merci. J'aurais aimé que vous précisiez, vous disiez qu'effectivement, il y a les centrales d'achat et les centrales de services, on en a déjà parlé. Vous dites les centrales de services, ça fait partie des pratiques scandaleuses ou en tout cas qui méritent d'être questionnées. Est-ce que vous pouvez le détailler? On a pas mal de personnes qui nous suivent à distance sur Internet et donc qui peut-être ne connaissent pas le terme de centrale de service. Si vous pouvez nous en dire un mot. Alors non, j'aurais pas cette prétention. Du coup, je suis pas experte de ce qu'elle couvre exactement. Mais ce que tous les rapports disent et que les économistes confirment, c'est qu'en fait, au-delà des marges sur les produits assez classiques, il y a un certain nombre de services qui peuvent être sur les promotions, qui peuvent être sur les mises en avant, vous savez, dans les têtes de gondole, etc. Et donc, je peux pas le détailler parce qu'en plus, ça n'est pas très transparent. Mais c'est autant de services
derrière lesquels on peut cacher soit des remises sur les prix, soit au contraire des marges un peu extravagantes, voilà, qui ne font que rajouter de l'opacité à l'opacité. Est-ce que vous savez pourquoi les négociations commerciales en France sont si tendues et pourquoi dans les autres pays européens le sont moins? Est-ce que vous avez cette explication? Alors, je serais très curieuse, du coup, je suis très preneuse des informations qui indiqueraient qu'elles le sont moins. Pour tout vous dire, en préparation de cette audition, j'ai interrogé mes collègues, la directrice de Foodwatch aux Pays-Bas et le directeur de Foodwatch en Allemagne. La directrice de Foodwatch aux Pays-Bas m'a dit, alors nous, on les appelle les prices war, c'est-à-dire que c'est à peu près pareil, hein, c'est la guerre des prix, ces moments de négociation. La grosse différence, et en Allemagne, ça n'est pas beaucoup mieux, d'après, en tout cas dans les grandes lignes, hein, si vous voulez, sans rentrer dans les détails. Je n'ai pas d'information que ce soit beaucoup plus apaisé. La grosse différence, c'est que ça n'est pas, contrairement à la France, une fois par an. Donc, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Quoi qu'il en soit, c'est plus au fil de l'eau, c'est plusieurs fois par an. On peut imaginer, dans un monde idéal, que ça peut permettre des réajustements, y compris pour les agriculteurs, les consommateurs, n'est-ce pas, que quand les coûts de production montent, ça monte, et quand les coûts de production descendent, ça descend. On a vu que ce n'était pas le cas après l'inflation de 2023, mais voilà. Mais non, je n'ai pas d'informations en ce sens. D'accord, très bien. C'est pas grave, on va trouver la réponse si elle y est, mais en fait, vous nous dites que c'est également la guerre en Allemagne, puisque c'est le terme qui est même utilisé. Et je vous enverrai une étude que mon collègue m'a envoyée qui est claire de ce point de vue. Très bien. Quel bilan vous dressez sur les lois Egalim? Parce que lorsque vous dites il faut vendre à prix coûtant une centaine de produits sains, puisque c'est ça votre demande, et en tout cas la dernière action que vous avez menée avec d'autres ONG, ça veut dire que vous remettez en cause quand même le SRP plus 10. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut vendre à prix coûtant les produits sains. Alors, en effet, pareil, de toutes les informations à ma disposition et à la vôtre, je présume, rien n'a démontré que SRP plus 10 avait permis de ruisseler, hein, un mot qu'on connaît, qui n'a jamais tenu ses promesses, que ce soit en macroéconomie ou dans le cas d'Egalim, et de permettre de rémunérer davantage et mieux et de sanctuariser la matière première agricole. Donc non. J'ai même en tête un rapport du Sénat qui cherchait de mémoire, je ne sais plus, 130, 160 millions d'euros du plus 10 qui était passé, on ne savait pas très bien où. Ouais. Voilà, et plus même. Bon. Donc, en fait, encore une fois, une mesure qui ne sert pas à ceux qui en ont le plus besoin pour remettre le droit à l'endroit, comme je le disais en introduction, mais qui rajoute finalement des masses conséquentes d'argent dans une boîte noire qui reste opaque, non, ça ne peut pas marcher. Donc, le plus 10 de SRP, donc du seuil de revente à perte, n'est plus appliqué, évidemment, comme on le sait, sur les fruits et légumes, tant mieux. Donc, dans les 100 produits recommandés pour la santé que nous avons listés avec nos partenaires, eh bien, écoutez, les fruits et légumes peuvent déjà être à prix coûtant SRP, puisqu'ils en font déjà exception. Et pour les autres produits, oui, l'idéal, et ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, ces produits soient rendus SRP sans plus 10, parce que ce plus 10 serait plus coûteux pour les consommateurs qu'autre chose, sauf si on avait des garanties contraires. Et j'insiste sur cette mesure. Cette mesure doit absolument être assortie, justement, par le fait de s'assurer que ces produits à prix coûtant, en aucun cas, ça doit être au détriment du prix payé aux agriculteurs, agricultrices. Donc, encore une fois, moi, je veux réconcilier ce narratif-là d'opposer les agriculteurs et les consommateurs sous prétexte que les consommateurs voudraient des prix pas chers est totalement faux, fabriqué pour ne pas regarder la responsabilité de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Je veux les réconcilier et donc il faut aussi que Egalim soit plus efficace. Donc, pour répondre à votre question, Egalim n'a pas été efficace. Ça va dans le bon sens, l'intention est bonne, mais ça n'a pas été efficace pour sanctuariser la matière première et assurer un revenu. Ça n'est pas efficace non plus pour permettre aux consommateurs d'accéder à une vraie alimentation saine, choisie, durable. Et puis, on l'a vu aussi sur le bio. Je sors un peu des négociations commerciales, mais une des mesures vraiment encourageantes d'Egalim, c'était aussi du coup de rendre obligatoire, on s'en rappelle, 50% au moins des produits dans la restauration collective qui soient durables, dont au moins 20% de bio. Mais ça aussi, ça va dans le bon sens. Mais en fait, qui s'assure que derrière, dans notre production agricole, dans notre système agricole et alimentaire, on peut se mettre en adéquation du coup avec ces objectifs? Qui s'assure qu'il y a des contrôles et des sanctions? Tout ça est largement insuffisant et c'est dommage parce que l'intention est bonne.
Je vous remercie. Vous avez évoqué la question de l'encadrement des marges des distributeurs, puisqu'en fait, quand vous dites on veut 100 produits à marge zéro, ça veut dire encadrer les marges des distributeurs pour au moins ces 100 produits. Comment vous imaginez que ça puisse se passer ? Puisque vous le demandez, vous avez dû réfléchir à la mise en place. Donc, je veux bien que vous nous détailliez comment vous imaginez cette mise en place. Absolument. Et comment c'est conforme au droit, enfin. Oui, tout à fait. Parce on a vraiment mis cette liste sur la table et cette exigence sur la table. Je me permets de dire exigence parce qu'encore une fois, c'est un droit, donc on ne devrait même pas avoir à se battre pour ça. Mais très bien, dont acte. On l'a vraiment mis sur la table en l'ayant réfléchi comme quelque chose qui est une mesure urgente, mais aussi réaliste et actionnable quasiment tout de suite, quoi. Pourquoi c'est possible ? C'est possible en fait parce que c'est déjà dans la loi Egalim. C'est-à-dire que quand on a le calcul de SRP et la notion de SRP, on sait bien comment on peut parler de prix coûtant. Et après, il y a le débat du plus 10 ou pas plus 10. Mais enfin, on sait de quoi on parle et on sait que c'est possible puisqu'il y a déjà cette expérimentation. Donc, même si on veut le faire sous la forme d'une expérimentation, en tout cas, faisons-le. Et bien sûr que c'est possible. Personne ne peut dire le contraire. D'autant moins que des acteurs comme Coopérative U le font déjà. Alors, ils proposent 4 à 5 produits, les fruits et légumes parfois à prix coûtant, et eux-mêmes donnent cette définition de SRP. Donc, non seulement c'est possible, mais eux-mêmes savent le faire. C'est juste que, ça ne peut pas être que 4 ou 5 produits. Et encore une fois, sur 100 produits, sur des milliers de références dans les grandes surfaces, ça va. On ne demande pas la lune. Je veux quand même être clair là-dessus. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait réaliste. Et deuxièmement, effectivement, on veut que ce soit une obligation. Donc, soit une obligation réglementaire, ce qui ne me paraît pas impossible dans un premier temps, au moins sur les fruits et légumes qui sont SRP sans le plus 10, et au moins sur les autres, SRP plus 10 peut-être dans un premier temps, mais en tout cas, une décision réglementaire est possible, et c'est bien ce qu'on a discuté avec Serge Papin pas plus tard qu'il y a 2 jours, et j'espère qu'il saura l'activer parce que c'est une mesure urgente qui ne coûte rien à l'État en plus, puisque l'idée c'est de rendre les choses obligatoires. Et j'espère qu'on pourra aller plus loin à travers une loi, un renforcement de loi ou une PPL, une proposition de loi transpartisane à l'avenir, dans un avenir le plus proche possible, pour renforcer cette mesure, compléter aussi Egalim sur la question de la rémunération des agriculteurs. Et je suis optimiste sur le fait que des recommandations de cette commission pourront être utiles à ça. Mais à un moment donné, il faut légiférer. Et encore une fois, ce n'est pas une question idéologique de est-ce qu'on doit laisser faire ou pas les acteurs économiques. Là, je ne suis pas en train de dire il faut que la grande distribution met de la clé sous la porte. Je suis en train de dire faire des marges, des surmarges et des profits sur les fruits et légumes en compensant par des pertes, ce sont les chiffres de familles rurales, je ne vous les redonne pas ici, mais par des pertes sur d'autres secteurs d'aliments ultra transformés, c'est scandaleux. Et donc, quand c'est une question de santé publique, c'est au rôle de l'État et des autorités publiques de mettre une règle du jeu en place. Et encore une fois, sur 100 produits et sur la rémunération des agriculteurs, je pense que ça n'est pas trop demandé. Bien, je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole aux collègues parce que je vois que vous êtes nombreux dans la salle. Donc, je vais m'arrêter là pour les questions. Si jamais, je reviendrai peut-être pour une dernière question. Voilà, si on a encore un petit peu de si on a temps. du temps. Voilà, oui. Alors, moi, j'ai que 2 inscriptions, mes chers collègues. Donc, j'ai Jean-Claude et Madame Jean-Claude Tissot et Madame Bellim. Donc, merci. cher Jean-Claude. Merci. Merci pour votre présentation claire, précise, que je partage complètement. Moi, je voudrais juste revenir sur 2 points. Le premier, sur l'opacité. On parle d'opacité, et moi j'ai travaillé sur la loi Egalim aussi. Dès qu'on essaye d'approfondir ou d'essayer de comprendre où est... Parce qu'en fait, on connaît 2 chiffres. Le prix acheté, le paysan nous dit combien il vend son produit, et le consommateur nous dit combien il achète. Et en fait, au milieu, l'opacité est au milieu. Et quand on s'adresse aux transformateurs, aux distributeurs, on se heurte très vite au secret des négociations. Donc, on l'a vu en direct ici. À votre avis, comment on peut arriver, alors je n'allais pas dire à détourner, mais les contraindre à nous donner les chiffres étape par étape pour qu'on puisse en faire l'analyse, sans porter de jugement, mais pour qu'on puisse en faire l'analyse et dire, ben voilà, c'est peut-être là que ça pêche, etc., etc. Donc ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, bien sûr, on sait qu'il surmarge sur les produits naturels, si j'ose dire, légumes, fruits, en bio en plus, on sait le pourcentage de marge très important. Pour pouvoir vendre à perte, vous l'avez dit, ces produits ultra transformés. La solution ne serait-elle pas de séparer complètement les produits, ne pas les comparer, ne pas les mettre en concurrence directe dans un même magasin ou dans une même enseigne? Est-ce qu'à votre avis, c'est possible ou c'est complètement
de la science-fiction. On va prendre les deux questions si vous Très le bien. voulez bien, madame. Donc, madame Belli. Merci Madame la Présidente. Alors, je souhaite vous interroger sur ce qu'on appelle les produits de dégagement, et notamment certaines viandes surgelées vendues à très bas prix dans nos outre-mer. Ces produits que l'on ne retrouve pas ici en Hexagone, souvent sont issus de fins de série ou de débouchés secondaires, soulèvent des questions à la fois sanitaires, nutritionnelles, économiques et éthiques. Derrière ces prix extrêmement bas se pose évidemment la question du niveau réel des marges de la distribution, évidemment, mais aussi la question de la qualité, de l'origine ou encore de la composition des produits proposés aux consommateurs ultramarins. Foodwatch ayant une expertise reconnue, avez-vous identifié des pratiques spécifiques des produits de dégagement dans la grande distribution en Outre-mer? Et si oui, quels en sont les principaux constats? Enfin, que pouvez-vous nous dire sur les produits issus du fameux dispositif bouclier qualité-prix? Je vous remercie. À vous la parole, madame. Merci beaucoup. Et ça me donne l'opportunité de préciser que, évidemment, toutes les mesures qu'on demande, y compris cette mesure de 100 produits, doivent être applicables sur l'ensemble du territoire et bien évidemment dans les Outre-mer qui souffrent particulièrement, en plus de cette question du prix et d'opacité du prix et de marché à deux vitesses. Donc non, Foodwatch, on n'a pas enquêté sur ces produits spécifiques-là de dégagement. En revanche, ça me permet de reparler du marché à deux vitesses. Je parlais des produits sains, des produits pas sains. Prenons l'exemple des nitrites. Aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire et un gouvernement qui bloque depuis des années des mesures, pour reparler des produits sains, des mesures qui devraient être le b.a.-ba, interdire dans nos produits alimentaires des substances qui présentent des risques avérés pour la santé, surtout quand les industriels savent faire autrement. Et bien sûr qu'on est prêt à avoir une période d'accompagnement des industriels de ce que vous voulez pourvu qu'on en sorte. Et pourtant, ça n'est pas interdit aujourd'hui. Donc non seulement on a un problème de laisser dans les rayons des substances potentiellement dangereuses alors qu'elles n'ont rien à y faire dans nos assiettes, mais en plus, c'est un marché qui est maintenu exprès parce que le lobby de la charcuterie, la FICT, on le connaît bien et on a dénoncé, c'est encore dans le livre et sur le site de Foodwatch, certains actes qui ont vraiment été menés pour bloquer une proposition de loi pour les faire interdire. Et ça permet quoi? Ça permet des négociations commerciales à un marché à deux vitesses où dans les rayons, on voit effectivement des produits sans ces additifs montrant bien qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, mais qui sont souvent plus chers. Et du coup, ça permet de maintenir aussi des produits avec ces additifs et qui sont souvent moins chers parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on soit du coup en métropole ou en outre-mer, même combat, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas si grave manifestement pour ces opérateurs qu'on soit confronté à un risque plus élevé de cancer colorectal. Donc c'est évidemment insupportable ce marché à deux vitesses. Donc Foodwatch se bat et on continuera avec tous nos alliés pour faire interdire les substances qui n'ont rien à faire dans notre alimentation. C'est les additifs, mais c'est des contaminants, c'est des résidus de pesticides, les PFAS, polluants éternels et j'en passe, il y en a beaucoup trop. Et deux, il faut de la transparence sur les prix pour effectivement séparer ces catégories. Et on ne parle pas de la même chose quand on parle d'aliments ultra transformés ou quand on parle de produits recommandés pour la santé. Or aujourd'hui, c'est 75% en moyenne des produits dans les supermarchés qui sont des aliments ultra transformés. Alors qu'on avait en novembre encore des études de scientifiques publiées dans le Lancet qui alertaient sur les risques de plus en plus documentés entre une consommation importante de produits d'alimentation ultra transformés et de maladies. Donc oui, il faut les séparer, il ne faut pas avoir le même traitement, mais encore une fois, au nom du droit et au nom de la responsabilité de l'État. Ça ne me paraît pas possible de séparer, si vous voulez, dans le magasin, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut que l'État joue son rôle là, de siffler la fin de la récré et de s'assurer que les règles du jeu permettent au moins de respecter que tout le monde peut accéder à le droit à l'information et peut accéder à ces produits sains et durables. Et sur les produits, et la transparence et l'opacité des... moi et mes collègues des associations de consommateurs qui, en plus, sont membres ou ont été membres pendant longtemps de l'OFPM, disent clairement, bien sûr qu'il faut, et là aussi c'est une décision publique, il faut renforcer le mandat de l'OFPM, que ce soit plus que sur 34 produits, surtout des produits bruts, etc. Mais nous, on demande vraiment de la transparence par produit. Et après, le secret des affaires. Alors oui, merci. On connaît le secret des affaires. On connaît les problèmes de compétitivité. On n'est pas nul en économie non plus, quand on demande juste de faire respecter le droit des gens à une alimentation saine. Mais seulement, c'est compatible. Là encore, il faut arrêter de faire croire que le secret des affaires empêche tout. On peut tout à fait, si on a la volonté politique, respecter le secret des affaires et en même temps donner les moyens à nos autorités publiques, par exemple la DGCCRF et nos parlementaires, d'avoir accès à des informations qui permettent d'avoir plus de contrôle.
Alors, il y a une question de Rémi. Oui. Pardon. Déjà, On va écouter Rémi et puis après... merci Madame la Présidente. J'ai failli vous applaudir sur la fin de votre intervention. Non, bon, déjà, venant d'un territoire où effectivement la surface agricole est essentiellement 2/3 du département, donc c'est déjà important et du coup j'en fréquente régulièrement. Vous l'avez très bien dit, les deux organismes, même s'il y aurait un troisième qui est inconnu du grand public avec la Commission européenne, la DG Agri, qui est censée faire aussi des choses sur la concurrence et sur la PAC, sur l'aide aussi au cadre du marché. Mais en tout cas, vous l'avez très bien témoigné à l'instant, la DGCCRF intervient a posteriori et parfois elle n'a pas forcément... parfois il est trop tard. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, vous avez parlé aussi de l'observatoire, sur lequel, finalement, il y a peu de pouvoir. Il y a possibilité de faire des rapports détaillés par filière, possibilité d'avoir un minimum de transparence sur la répartition de la valeur. Mais on sent dans vos propos qu'il n'y a aucun pouvoir, il n'y a pas d'outil d'analyse qui est... distribué peut-être aux personnes concernées, que ce soit au service de l'État ou même au Parlement, pour aller un peu plus loin sur le sujet. Parce que d'ailleurs, si cette commission d'enquête arrive, et si Egalim aussi n'a pas pu aller jusqu'au bout des choses, c'est qu'il y a aussi une raison derrière tout ça, c'est qu'en fait, on en parle beaucoup, on sait que ça existe, qu'il y a des disparités énormes entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Et on voit qu'on est toujours au même stade, c'est-à-dire au stade de la discussion, de l'analyse. Et donc maintenant, c'est comment on passe au cap d'après, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez comme outil de régulation ferme, avec des sanctions. Voilà. Alors, on prend une autre question rapide, s'il vous plaît. La question, Evelyne Renaud-Carabédian. Donc, 2 minutes, Madame la la question. Présidente. Merci. Merci. Vous avez dénoncé les effets de l'inflation sur les consommateurs, mais aussi les pratiques commerciales qui modifient la perception du prix sans en modifier le niveau facialement. Au-delà des hausses affichées, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure les stratégies de shrinkflation, de dégradation de qualité, de modification de recettes ou de montée en gamme contrainte imposée ont joué un rôle ces dernières années dans le renchérissement réel du panier alimentaire du consommateur? Alors, réponse, madame. Merci beaucoup. Oui, j'essaye. Vous m'avez interrogé sur la dimension européenne, donc j'en profite pour quand même prendre la perche internationale. Dans les solutions, refusons l'accord UE-Mercosur et les autres accords de commerce qui ouvrent la porte en grand à une concurrence déloyale, à encore plus de produits agroalimentaires, produits pas avec les mêmes normes qu'en Europe. Donc on peut encore le faire stopper, on peut encore le bloquer, cet accord, au Parlement européen. La mobilisation citoyenne et des agriculteurs va continuer. Mais stoppons-le, d'autant plus que c'est utilisé comme prétexte, et on le voit bien aujourd'hui, et vous recevez les syndicats agricoles demain, donc ça va être extrêmement intéressant aussi de leur poser la question. Ils ont des avis divergents, puisque le syndicat agricole majoritaire est en train, avec le gouvernement, de profiter, ce que j'écrivais dans un post LinkedIn la semaine dernière, pour tout vous dire. Donc ça m'amuse pas du tout de voir la prophétie se réaliser, mais enfin c'était facile à prédire. Sous prétexte que maintenant l'accord UE-Mercosur passe, eh bien vu qu'on est confronté à une concurrence déloyale, il faut baisser. Quoi ? Il faut baisser les prix. Et donc il faut baisser les normes, parce que le problème justement de nos agriculteurs, agricultrices, serait, selon ce discours dominant qui est un mensonge, le vrai problème serait les normes sanitaires et sociales. Ce qu'on veut pour faire respecter ces droits dont on parlait, pour rééquilibrer l'équation d'un système agricole alimentaire juste et durable, et ne pas non plus continuer à contaminer notre outil de production de demain, c'est bien protéger nos agriculteurs, agricultrices, nos productions de ces importations déloyales. C'est aussi protéger tout le monde, y compris les agriculteurs, agricultrices des autres régions, de ces pesticides toxiques. Et c'est plutôt une harmonisation vers le haut des normes de santé publique, sociale et de démocratie. Arrêtons ces passages en force antidémocratiques. Mais aussi, après, on pourra parler des négociations commerciales qui doivent rétablir les choses. Mais encore une fois, ce sujet des négociations commerciales ne peut pas être vu indépendamment du contexte plus large dans lequel on a une espèce de rouleau compresseur qui veut baisser les prix, mais à quel coût ?
au coût social, au coût de la santé publique et à des coûts faramineux en milliards d'euros d'argent public. Donc oui, il faut que l'Europe protège davantage. Malheureusement, l'Europe est aussi sur cette tendance de vouloir tout démanteler, puisqu'on a ces omnibus, et notamment l'omnibus 7 sur la sécurité alimentaire qui arrive, et qui serait totalement un drame, d'un point de vue démocratique, parce qu'il n'y a pas du coup de respect des processus démocratiques, et d'un point de vue des objectifs de santé publique et de rééquilibrage d'une agriculture durable et joyeuse. Donc voilà, on en est loin. Sur votre question, madame, sur la shrinkflation et ses pratiques, écoutez, voilà, moi j'ai juste envie de vous dire, je suis triste en fait d'avoir une campagne à Foodwatch qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette et de n'avoir qu'à se pencher dans les rayons pour en trouver et les dénoncer, ce qu'on a encore fait avec les arnaques de Noël. Et Foodwatch aujourd'hui a plus de 530 000 personnes qui nous suivent, qui sont abonnées à la newsletter, parce qu'ils le voient, qu'en fait on les prend un petit peu pour les dindons de la farce, pardon, mais c'est ça ce qu'ils voient. Et ce que je veux, moi, c'est rétablir le droit à l'information, rétablir le droit à non seulement de la transparence sur les prix, mais des prix abordables. Or, sur ces pratiques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a malheureusement une tendance à baisser la qualité d'un certain nombre de produits dans les rayons. Et en plus de s'afficher comme les alliés des consommateurs sous prétexte qu'on propose des produits pas chers. Mais des produits pas chers qui sont des calories vides, des produits pas chers qui nous rendent malades, des produits pas chers qui coûtent des milliards à la société. Et après, en plus, on va remettre la responsabilité du trou de la Sécu dans les débats budgétaires sur les personnes malades et atteintes de maladies longue durée, en disant que pour couvrir ces déficits, il faut baisser les aides à ces malades. C'est totalement scandaleux et inentendable. Donc aujourd'hui, quand je lis, et vraiment je dois vérifier l'information parce que je m'en frotte les yeux moi-même, quand je lis qu'il y a 75% des produits dans les supermarchés qui sont des produits ultra transformés, effectivement, je pense que je ne veux pas réguler toute l'offre, ça ne m'intéresse pas, mais tous les experts, à commencer par les experts de l'INDRI et d'autres think tanks, confirment, et les références sont dans le livre, que c'est bien l'offre alimentaire qui influence la consommation et qui a cet impact délétère sur la santé, mais aussi sur notre environnement. Donc les pratiques de l'industrie agroalimentaire, moi, ça ne m'intéresse pas de les généraliser, si vous voulez, mais force est de constater que quand on regarde les grandes masses, c'est le système que je viens de vous décrire qui nous est imposé, et il faut qu'on en sorte. Merci, madame. Alors, il y a une nouvelle question d'Antoinette, et je retiens que... Alors, vous avez évoqué dans les propos liminaires, il me semble, la question de la démocratie alimentaire. Qu'est-ce que vous mettez derrière? L'une des structures que nous avons auditionnées, il me semble que c'était dans la table ronde des associations de consommateurs, évoquait la possibilité d'une conférence citoyenne sur ces pratiques et sur l'alimentation. Est-ce que vous avez des idées pour faire vivre cette démocratie alimentaire dont vous parlez? Oui, merci de cette question. Écoutez, c'est extrêmement important en fait. On voit, comme je disais, qu'il y a 70%, 75% des achats qui sont faits dans les supermarchés et avec la domination du coup de ces acteurs. Donc, je pense qu'il y a deux choses essentielles à faire. La première, c'est que dans ce système-là, qui est dominant, qui ne va pas disparaître, et comment faire changer les choses. Donc, on a déjà là listé pas mal de pistes sur plus de transparence, plus d'encadrement, comment rétablir cet accès pour tout le monde à une alimentation saine, choisie, durable et qui permettent aux agriculteurs de vivre dignement. Donc il y a tout ce système-là. Il faut aussi parler du système agricole. Je l'ai évoqué, c'est un sujet à part entière, mais enfin tout est lié. Et donc là, on a un système bloqué. Il faut le changer, en tout cas de l'intérieur. Après, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et donc de ce point de vue-là, ce que je vois pas suffisamment d'argent public qui est mis pour soutenir justement des alternatives, qu'on appelle aujourd'hui des alternatives. Ça montre bien à quel point elles sont vues comme à la marge, alors que c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire, par exemple, des achats groupés comme il existe avec l'association VRAC dans les quartiers populaires, des épiceries sociales et solidaires, des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation qui sont extrêmement riches et prometteuses, suivies par des chercheurs d'ailleurs. Et tout ça, quand je parle de démocratie alimentaire, je veux rappeler la définition de la souveraineté alimentaire, en fait. C'est pas juste pour jouer avec les mots, c'est pour remettre, encore une fois, de la matière dans cette définition qui est le droit des peuples à définir ce qu'ils mangent
et comment ils le produisent. Et donc remettre du lien entre producteurs, consommateurs, ça peut aussi passer évidemment par les AMAP. Je ne vais pas citer tous les exemples. Les AMAP, c'est un peu aussi quand on peut. Mais ce que je vois surtout, parce que du coup je me déplace pas mal pour aller à la rencontre, encore une fois, vous savez que j'ai bossé à Action contre la faim, donc ce qui m'intéresse, c'est les solutions aussi de terrain avec les citoyens, les citoyennes. Et ce qui me redonne beaucoup d'espoir, c'est que dans ces expérimentations, non seulement les gens retrouvent de l'accès à une alimentation plus saine et plus durable, mais aussi ils recréent du lien social, ils recréent de la dignité. Ils se sentent légitimes à réclamer leurs droits. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui luttent contre la précarité alimentaire et dans ce genre de projets qui sont choqués même de ne pas être suffisamment soutenus, mais aussi qui sont extrêmement... comment vous dire ? C'est extrêmement encourageant de les voir parler de dignité, parler d'être écoutés, parler de recréer du lien social. Et dans notre société aujourd'hui où on parle beaucoup de polarisation, réconcilier, réinventer du lien social autour de l'alimentation, ça me semble être une extrêmement bonne idée politique urgente. Très bien. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, Jean-Claude, si tu veux, puis moi j'aurais une dernière question. Oui, une toute petite question pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ça voudrait dire, quand on parle de séparer le produit brut du produit transformé, ça voudrait dire que les produits bruts, on les sort complètement d'un calcul de péréquation, de péréquation essentiellement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors je ne sais pas s'il faut dire produit brut. En tout cas, c'est facile à oui, quand on dit produit brut, c'est voilà, fruits et légumes. Je veux juste dire, voilà, comme on a passé beaucoup de temps avec tous les acteurs, y compris du coup, on va faire cette liste qui colle en fait aux recommandations publiques de santé publique et qui en même temps répond. Alors, on n'a pas la prétention de répondre à tous les besoins alimentaires de toute une famille, mais enfin quand même répond à une liste assez variée de produits essentiels. Alors, c'est pas tout à fait mon propos. Ouais. C'est vraiment moi, je précise. Voilà, j'insiste vraiment sur le fait que oui, finalement, le terme brut, c'est-à-dire on le transforme pas, on l'achète à un producteur, un fruit, un légume, et on le sort de tout calcul possible. Oui. Après, il y a des produits transformés. Oui. Tout à fait, mais il y a des produits transformés essentiels. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. C'est que, mais, oui. Ouais, mais là, Jean-Claude, faut qu'on arrête parce qu'il y a encore notre collègue qui a une autre question. Donc mais juste séparer. Vous pourrez revenir en aparté sur le sujet si vous le voulez. Audrey, si vous voulez poser votre question rapidement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez participé d'une manière ou d'une autre à des expérimentations sur la sécurité sociale alimentaire ? Donc non, moi, je n'y ai pas participé directement, mais effectivement, je vais à leur rencontre. Et surtout, on est membre du collectif Nourrir, qui réunit donc plus d'une cinquantaine d'associations, aussi bien environnementales que luttant contre la précarité, qui font partie de tout ça. Donc, on les suit et surtout, moi, j'apprends beaucoup et notamment qu'ils ont besoin, ce genre d'expérimentation, de beaucoup plus d'argent public pour les soutenir. Il y a beaucoup d'initiatives à l'échelle locale, y compris de certaines municipalités, qui font par exemple des fermes municipales, etc. Mais il n'y a pas assez de soutien. Donc je vois des milliards d'argent publics qui sont fléchés pour soutenir l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Je ne vois pas l'équivalent à les soutenir des initiatives citoyennes dont on a pourtant bien besoin. Merci madame. Moi j'avais juste 3 petits points d'éclaircissement avant de vous laisser... sur l'exemple que vous avez donné sur les 12 produits sucrés, est-ce que vous avez une explication? Parce que je ne vois pas trop l'intérêt, finalement, de mettre plus de sucre, qui est quand même un aliment qui coûte cher, dans les produits les moins chers. Donc, comment vous expliquez cela? Est-ce que, je sais pas, que ce soit addictif ou je ne sais pas. Enfin, quelle est votre explication? Parce que je ne comprends pas trop l'intérêt même économique de le faire. Deuxième question, c'est sur votre proposition des 100 produits. Juste à titre de compréhension et de comparaison, est-ce que c'est déjà pratiqué dans d'autres pays? Est-ce que vous vous appuyez sur une expérience que vous avez déjà remarquée par ailleurs? Et enfin, dernière question, est-ce que dans vos analyses, vous voyez des différences entre les marques distributeurs et les marques nationales? Sur le dernier point, c'est intéressant de noter, et ça n'est pas sans lien avec les négociations commerciales et la question d'opacité des prix et des marges, on sait que la grande distribution a gagné beaucoup de parts de marché, notamment depuis l'inflation. Donc non, en tout cas, on n'a pas, nous, vérifié cette comparaison entre marques nationales. On s'attache dans toutes nos enquêtes et on nomme les produits et les marques des produits sur lesquels on enquête, quel que soit l'angle, que ce soit santé, que ce soit sur l'étiquette. On s'attache à avoir un panel à la fois de produits de marques nationales et de grands distributeurs. Et je n'en vois pas beaucoup qui sortent du lot. Ils sont plutôt tous à la même enseigne, si j'ose dire.
Sur la question du sucre, il y a un documentaire que j'ai trouvé moi passionnant, pardon, je fais un pas de côté, mais qui s'appelle Tous accros, qui est sur la chaîne Arte, qui je pense l'est toujours, qui est édifiant. Parce qu'en fait, il parle du point, toutes les équipes marketing en fait, de ces grandes entreprises agroalimentaires recherchent le point qui est le point de félicité. Et en fait, ils expliquent qu'ils recherchent ce point-là. Et le sucre en fait partie, bien sûr. Ça n'est pas le seul. Mais c'est un des ingrédients qui permet d'atteindre ce point de félicité du consommateur. Et alors moi, ça me choque tellement de voir qu'ils parlent de point de félicité, mais qu'à aucun moment se pose la question de santé publique, de droit, de responsabilité colossale que l'on porte quand on contrôle 80% du marché. Voilà. Donc évidemment, des scientifiques ont montré qu'il y avait une question d'addiction. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que le sucre est cher. Je pense que dans certains cas, il est moins cher que certains composants nutritionnels qu'on peut trouver. Voilà. Et je pense qu'il faut leur poser la question, surtout. Quoi qu'il en soit, factuellement, nous, ce qu'on voit, c'est que là où on entend une petite musique qui souvent cherchait à responsabiliser, voire culpabiliser les consommateurs qui vont vers des produits dits de malbouffe, c'est surtout qu'on ne leur laisse pas beaucoup le choix et qu'on les oriente vers ces produits-là. Plus on a un budget limité, plus on est orienté vers des produits qui ne sont pas ceux qui sont recommandés. Alors, pardon, sur les 100 produits, alors pas à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais non, je ne connais pas de mesures équivalentes, mais pour tout dire, là, on a vraiment regardé aussi par rapport à l'état de fait en France, par rapport à la situation fin 2023, je pense qu'il est assez similaire ailleurs. Hein. Et après, on a voulu creuser aussi par rapport à Egalim, justement, de se dire, mais qu'est-ce qui est possible, qui est tellement concret qu'on pourrait et on devrait l'activer voilà, dès demain. Donc, on en est arrivé à ça dans le contexte français. À mon sens, c'est aussi une bonne idée ailleurs. Je ne sais pas si c'est ailleurs. En revanche, en Angleterre, ça ne nous a pas échappé. Ils ont enfin interdit certaines pratiques de publicité et de marketing concernant des produits trop gras, trop sucrés, trop salés qui ciblent les enfants. En France, c'est toujours bloqué par le gouvernement qui, décidément, pense que l'autorégulation et les engagements volontaires des entreprises devraient suffire à faire respecter le droit des populations. Oui, sur la publicité, on a aussi beaucoup de débats au sein de cette assemblée. Tout à fait, parce que c'est un facteur, si vous voulez, il n'y a pas que le prix. Voilà. C'est aussi un facteur sur le prix, en fait. Il y a la négociation du prix et il y a tout l'investissement qui est mis dans la publicité parce qu'ils savent bien qu'il est trop difficile de lutter contre ces effets neurologiques. Qui est plus grand que jamais. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Merci madame, d'avoir respecté les consignes et le temps imparti. Merci beaucoup de ces éclairages. Je dis à mes collègues donc à demain. Rendez-vous demain, 10h30 pour la table ronde avec les syndicats agricoles. C'est 245, je crois. Non, c'est toujours Médicis ou Demain, c'est ici. C'est toujours ici à 10h30.